Alors, il faut savoir que le contexte de la rébellion dans la zone nord, il faut dire que sociologiquement, en tenant compte des intrigues politiciennes qu'il y avait eu au départ, il y a eu une adhésion des populations de la zone nord à la rébellion. Donc quand la crise a éclaté, les gens allaient volontairement leur donner à manger. Vous voyez, et les gens s'attendaient que ça traîne juste quelques jours. Malheureusement, ils se sont rendus compte que ça traînait dans la durée. À partir de ce moment, vous voyez, la volonté du début d'aider n'était plus la même. Les gens ont commencé à s'essouffler. Eux-mêmes ont commencé à s'organiser. Et en s'organisant, ils ont recruté des dames qui ont commencé à préparer pour eux. Voilà comment les choses sont passées. Alors qu'au début, ce sont les femmes qui apportaient volontairement de la nourriture aux rebelles. Et puis à un moment donné, quand l'euphorie est passée, ils ont même pris maintenant, ils se sont attachés des services de ces femmes. Moi, ma question elle est très simple. Est-ce que ces femmes étaient payées? Pas des salaires en tant que tels, mais il est clair que dans tout ce qu'on apporte comme ingrédients pour faire un repas et tout, elles avaient la possibilité de soutirer. La rébellion, elle a été sociologiquement acceptée au nord, en tenant compte des intrigues politiciennes qu'il y avait et tout. Donc, les populations du nord se sont reconnues dans la rébellion. Donc, quand elle a éclaté, il y a un enthousiasme venant de la part des populations. Donc, du coup, les gens étaient volontaires, les familles étaient volontaires pour leur donner à manger. Donc, et ça rivalisait d'ailleurs. Les gens préparaient qui pouvait faire les meilleurs mets pour aller leur remettre. Et quand ça durait dans le temps, l'enthousiasme des gens a commencé à s'épuiser. Du coup, eux-mêmes ont songé à recruter des dames pour faire la cuisine pour eux. Et bien sûr, comme ils avaient assez d'argent, les recrutaient pour faire les achats et tout. Et donc, ces dames-là, elles partent au marché, elles font des achats, elles ont de grosses sommes sur elles. Bon, il n'est pas interdit qu'elles fassent des retenues là-dessus. Mais elles n'étaient pas payées. Il n'y avait pas, à ce que je sache, un salaire officiel. Et ça, je le sais, d'autant que ma propre mère a été recrutée plus ou moins contre son avis. Et elle a participé à ce type de cuisine-là. Voilà. Elle a été recrutée parce que mon petit frère même, qui avait eu un souci avec eux et qui était menacé, donc elle a accepté de travailler un peu pour le protéger. Elle n'a jamais reçu de salaire. Donc, si je comprends bien, en fait, on peut voir quelque part, ta mère a été forcée de travailler pour les rebelles. Parce qu'il fallait en échange protéger le jeune frère qui a eu un contentieux ou un passif avec les rebelles. Tout à fait. De toute façon, j'en dis un mot dans le livre. J'en dis un mot dans le livre et c'est bien de voir dans quelles circonstances elle a été recrutée. D'accord. Et maintenant, une fois que c'est fait, il y a une nouvelle ordre qui va s'installer. Et comment les rebelles vont s'organiser justement à partir de là, à partir du moment où toute l'administration, il n'y a plus de services publics, comment ça va se passer? Il n'y a plus de services publics. Alors, ils se sont organisés d'une certaine façon au niveau administratif. Ils se sont organisés. Alors, il faut comprendre que déjà, celui qui a pris la ville de Ferké en était le grand patron. Il s'appelle celui Barbu. Barbu, je crois qu'il s'appelle Konemoussa, comme il me l'a dit lui-même. Konemoussa, ok. Voilà. Mais le jour qu'il a pris la ville, il est arrivé avec une grande barbe. D'accord. Voilà. Et comme personne ne le connaissait, tout le monde le désignait par cette barbe. C'est comme ça que son nom le plus répandu a été Barbu. Voilà. Donc Barbu a occupé le bureau du préfet départemental. Et c'était son QG en même temps. Donc. Les casernes de la gendarmerie, le commissariat de police, le cantonnement des eaux et forêts, le cantonnement des douanes ivoiriennes, tous ces espaces-là ont été occupés par ces éléments. Et pour sortir de la ville, c'était devenu problématique parce que les taxis-villes qui circulaient déjà avaient été bannis. Il n'y avait que les taxis-brousses qui passaient. Voilà. Mais pour que ces taxis-brousses circulent,
fallait payer une certaine taxe. Vous voyez, du coup, le transport pour quiconque voulait sortir de la ville grimpait. Vous voyez. Ouais. Et en ville, les taxis villes supprimés, c'est comme ça que la moto-taxi est apparue dans la ville de Poufiré. Sinon, dans la ville de Poufiré, il y avait des taxis rouges, comme on en trouvait à Korogo. Mais à Korogo, à Boaké, à Poufiré, les taxis ont été arrêtés. Et donc, c'est comme ça que les motos ont pris le relais, puisque l'activité économique était comme paralysée aussi. Vous comprenez? Et donc, du coup, les pères de famille ont trouvé ce moyen-là pour se faire un peu d'argent. D'accord. Et donc, ces taxes prélevées par les rebelles, oui. Où est-ce que ça allait? Ça allait dans la caisse de l'État ivoirien? Non, c'est une question stupide, mais c'est important que je la pose parce que j'ai une autre question derrière. Non, je crois que les rebelles, ils avaient leur propre caisse. Leur propre caisse. Je ne peux pas dire comment ils géraient, mais je sais que, en tenant compte des individus que j'ai reçus souvent à l'hôpital, il y avait un DAF. C'est ça. Ils avaient nommé un DAF et qui recueillait l'argent. Bon, je ne sais vraiment pas comment ils l'utilisaient. D'accord. Mais je sais quand même que, en restant dans le domaine de l'hôpital, ils avaient fait comme une forme d'assurance maladie pour leurs soldats. D'accord. Pour leurs soldats? Oui, leurs soldats. Pas pour la population? Non, pas vraiment pour la population, mais pour leurs soldats. D'accord. Quand un soldat était blessé, il venait à l'hôpital et il payait les factures. Donc les soldats étaient comme assurés. Bon, il m'est revenu que le chef rebelle pouvait de bon cœur décider d'aider des individus dans la ville. Voilà. Les faire bénéficier de cette forme d'assurance-là. Mais ce n'était pas étendu à tout le monde. Voilà. C'était de sa prérogative, quoi. Donc, si je comprends bien, ma question maintenant, elle n'est pas tout à fait honnête parce qu'elle est orientée. Je préfère le dire. Donc, il y avait donc des raquettes. Les populations ne payaient plus d'impôts parce qu'il n'y a plus de services publics. En revanche, les populations étaient raquettées par les rebelles. Et cet argent-là allait dans les caisses des rebelles, si je comprends très bien. Mais est-ce que cet argent qui allait dans les caisses des rebelles ont servi, votre point de vue, à entretenir les services publics, c'est-à-dire les routes, tout ça? Est-ce que ça a servi à ça? Je n'ai pas le souvenir que cela ait été fait. Non. Ce que j'ai plutôt vu, c'est que les chefs rebelles sont plutôt enrichis. Ils sont plutôt enrichis. Voilà. Mais dans Poufiré, je n'ai pas le souvenir que cet argent ait servi à vraiment régler une situation qui ait pu bénéficier à l'ensemble des populations. D'accord. Barbu, arrivé comme un idéologue austère, rigoureux et incorruptible, à Poufiré, avait fini par succomber au charme de la belle vie. Il se bâtit une impressionnante fortune grâce à l'administration autocentrée qu'il forgea. Les sources de revenus étaient multiples que variées. Donc, quelles étaient les sources de revenus de ce Barbu, donc de Konomoussa? Donc, les raquettes. Il y avait ces raquettes-là, mais disons, c'est essentiellement du raquette. Parce que déjà, tout transporteur qui bouge de la ville doit payer quelque chose. Si vous êtes commerçant, au marché, il y a des taxes. Il y avait dans la zone l'industrie, l'usine sucrière. Ok, le sucre était fabriqué au nord et transporté sur Abidjan. Il m'est revenu que sur chaque camion qui transportait du sucre à partir de Ferké jusqu'à Abidjan, il y avait une certaine somme qu'il prenait. D'aucuns parlaient de 100 000 francs, peut-être même plus. Voilà, je n'ai pas pu vérifier, mais c'est ce qui m'est revenu. Ouais? Donc, il y avait au moins un minimum de 100 000 francs. D'accord. Vous voyez. Et donc, c'était beaucoup de sources de revenus quand même. C'est de l'argent important. Important, voilà. Et donc, nous sommes toujours, parce que... Et au-delà même, quand vous êtes un particulier, moi, à titre personnel, j'avais un véhicule qui me permettait de sortir. Quand je dois sortir de la ville, il me faut un laissez-passer. Et le laissez-passer est payant. Donc, quiconque avait un véhicule personnel et qui entendait l'utiliser, il devait avoir un laissez-passer pour sortir. Donc, vous voyez, en dehors de ceux qui faisaient du commerce, les particuliers aussi devaient payer cette forme de taxe-là pour eux. Et le problème, c'est que vous n'avez pas une durée fixe. On peut vous dire que, bon, vous payez peut-être 15 000 francs CFA pour un an,
Et puis au bout de 3 mois, on vous dit, non, il faut que vous renouveliez, n'est-ce pas, vos taxes. Vous voyez, donc... Voilà. Et donc, les rebelles s'installent. Je vais encore lire un autre passage de votre livre, de ton livre, parce que c'est absolument passionnant. Nous sommes à la page 65. Tu écris, la traque des gendarmes était féroce. Autrement dit, quand les rebelles s'installent, la première des choses qu'ils vont faire, ils vont traquer les gendarmes, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Exactement. Et comment ça se passe exactement? Bon, il faut dire que parmi les forces de sécurité et de défense, il y a vraiment cette composante qu'on appelle la gendarmerie, qui avait la réputation d'être dur au combat. Et je pense que les premiers échecs qu'ils ont eus étaient du fait des gendarmes, de la résistance des gendarmes. Et donc, quand ils ont pu mettre Porphyrin en couple réglé, leur grande peur, c'était une riposte de la gendarmerie. Donc, du coup, ils voulaient s'assurer qu'il n'existe plus de gendarmes dans la zone. Donc l'idée selon laquelle les gendarmes ont été exécutés par la rébellion, est-ce que vous pouvez confirmer? Il faut dire que je suis à Ferké. À Ferké, oui. À Ferké, pour ce que j'ai eu comme information, avec les différents témoignages recoupés, à Ferké, il y a eu 8 gendarmes au moins. 8 gendarmes? Au moins, qui ont été exécutés. Exécutés. Voilà. Ils n'ont pas été tués à la guerre, ils ont été exécutés par les rebelles. Exécutés. Et de toute façon, quand vous lirez ce livre-là, ce sont des informations que je tiens des gendarmes, puisque j'ai sorti des gendarmes de la ville. J'ai pu exfiltrer des gendarmes. Ah, oui. Donc, c'est un témoignage, c'est une information que je tiens de ces gendarmes-là. Donc, les exécutions de Ferké sont différentes de ce qui s'est passé à Bouaké. Parce que ce qui s'est passé à Bouaké, c'est 90 gendarmes. Voilà, c'est l'information la plus répandue. C'est ça. Mais à Ferké, il y a eu au moins 8 gendarmes qui ont été exécutés. Et puisque tu parlais tu as pu aider quelques gendarmes à fuir, donc tu as participé à l'exfiltration des gendarmes. Moi, je lis toujours dans ton texte un très beau passage. Tu écris: les quelques chanceux qui étaient conduits à l'hôpital par des bourreaux généreux y arrivaient esquintés avec en plus le visage totalement refait. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, il y avait vraiment une chasse aux gendarmes. Il y avait une chasse aux FDS. Forces en de général. défense et de sécurité. Voilà. Police, douane, eaux et forêts, gendarmes, militaires. Mais particulièrement une chasse féroce, coriace contre les gendarmes. Et donc, ok? Donc quand on prenait un gendarme, ben, il lui était réservé un traitement particulier. Bien particulier, sûr. ça veut dire quoi? Ben oui. Il était maltraité. Maltraité. Il était maltraité. Torturé. Torturé. C'était un véritable supplice. Et je crois que c'est dans ces conditions que certains sont partis. Ok? Mais il se trouvait parfois des gentils bourreaux, gentils en griffe. Voilà, ça, pour dire, ben, écoutez, non, amenons-la à l'hôpital. Mais le temps qu'il arrive à l'hôpital, vous voyez, il a tout un portrait refait de la mauvaise façon. De la mauvaise façon, oui. Voilà. C'est incroyable. Alors, un autre truc intéressant dans ton livre, je vais encore lire, c'est dans une autre page, c'est la page 57, un très très beau passage aussi que j'ai beaucoup aimé, je le lis pour que tu puisses commenter. Tu mets une horde de combattants vêtus de treillis crasseux et affublés de gris malodorants et infectés, armés de Kalachnikov, portait un homme ensanglanté au pied droit et saignait abondamment. Oui. Oui, je vois qui c'est. C'est le premier blessé que j'ai reçu. C'est ça, exactement. C'est le premier ce que j'ai vu dans le livre. Il était avec les rebelles et ils avaient défait déjà la gendarmerie, mais il y avait un véhicule qu'il guettait. Malheureusement, il n'était pas le seul à le guetter. Donc, il voulait aller mettre la main sur ce véhicule-là. Et donc, quand il est allé, il y avait quelqu'un d'embusqué parmi les rebelles qui ne l'a pas reconnu, qui voulait le véhicule. Donc, il a tiré une balle. Malheureusement, il a pris sa balle au pied. Et après, il s'est rendu compte que il jouait dans le même camp. Donc, à ce moment, il a alerté les autres. Ils sont venus, ils l'ont récupéré et ils me l'ont envoyé à l'hôpital. Voilà, nous l'avons reçu.
je n'étais pas seul à ce moment, j'étais avec mon ancien, celui même qui m'a formé à la chirurgie. Voilà, j'étais avec lui. Mais ce jour-là, on faisait 2 blocs opératoires. J'étais dans un bloc, lui, il était dans l'autre. Donc, on l'a accueilli, puis bon, on s'en est occupé. Voilà. Voilà un peu son histoire. D'accord. Et ces gens-là, ces soldats que vous avez, tous les gens que tu connaissais avec toi, comment vous parvenez à exfiltrer ces forces de défense et de sécurité de ces zones de rebelles qui en voulaient à mort, je peux le dire comme ça. Comment tu as pu participer de l'exfiltration de ces gendarmes-là et de ces forces de sécurité, de défense et de sécurité? Il s'agissait de stratégies différentes, parce que les situations étaient quand même, il faut dire, au cas par cas. Voilà. Je sais par exemple qu'il y a un gendarme que je suivais qui était diabétique et qui aurait bien voulu rallier la cause, hein, mais compte tenu de son état de santé, il n'a pas voulu rallier la cause de la rébellion. Okay. Mais qui m'a envoyé des émissaires pour me présenter sa situation de malade. Et donc, il me fallait trouver une astuce pour aller le suivre à la maison. Donc, je prenais un VTT comme si je faisais du sport et j'avais tout mon arsenal dans mon sac. Et j'allais le voir, je faisais les prélèvements qu'il fallait, ainsi de suite. Et puis bon, je venais au laboratoire, je faisais les tests. Puis bon, je faisais ses prescriptions et dans le même scénario, j'allais lui remettre ses médicaments. Mais à un moment, son diabète a commencé à se compliquer. On n'était plus certain de le réussir. De réussir à le stabiliser dans ces conditions-là. Il ne pouvait pas rester dans la clandestinité comme ça. Donc à ce moment, en tenant compte des jeux d'alliance, il y avait le chef rebelle de Sinéma-Tchali, qui est du groupe ethnique Koyaka. Entre les Koyaka et les Sunufo, il n'y a vraiment pas de refus. Voilà. Donc je l'ai approché calmement et je lui ai dit, écoute frère, on a un des nôtres, bien sûr. Comme j'ai l'avantage, j'ai l'avantage d'être de la zone, j'ai donné l'impression d'épouser la cause. J'ai dit, bon, on a un des nôtres, un gendarme, très malade, qui aurait pu vous rejoindre, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Alors, je pense qu'on peut l'envoyer au sud. Pas les soigner. S'il va au sud, comme il partage notre cause, il va faire de l'espionnage pour nous. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai eu cette idée-là. Et avant d'en parler aux gendarmes, j'ai réfléchi et j'ai fait la proposition aux gendarmes. Il était hésitant. Je lui ai dit, mais si on reste là, tu vas mourir. Ouais. Et puis c'était risqué. Je peux comprendre pour qu'il hésite. Et donc, je suis allé, finalement, j'ai convaincu ce chef rebelle-là qu'il a pris dans son véhicule et qu'il a déposé à l'entrée du Mali. Et le gendarme, le lendemain arrivé à Bamako, il a pris son avion. Pour Abidjan. Voilà. Ça, c'est un premier cas. Premier cas, ouais. Il y a eu d'autres cas où on a fait un travail d'équipe. D'accord. C'est-à-dire qu'avec des amis, trouvé des motos, ils se sont masqués. Vous savez que ce sont souvent aussi des as du camouflage, les gendarmes. Puis bon, on a fait ce camouflage-là, et puis bon, on les a conduits. Un a pu traverser. Malheureusement, un s'est fait prendre à Bouaké. Et ça a été un terrible combat. Mais finalement, après beaucoup de négociations, parce que moi-même j'ai servi à Bouaké, on a pu avoir, on a pu le faire traverser. Vous voyez. Donc il y a des situations comme ça. Il y a un autre par exemple, que j'ai fait passer pour un malade mental. Ah ouais. Oui, avec un rapport médical écrit, le présentant comme un malade mental que je n'arrive pas à contrôler, puisque je ne suis pas psychiatre. Et j'ai mis un infirmier avec lui. Il est parti. Il a pu traverser avec des médicaments. Enfin, ce n'est même pas des médicaments. Ce sont des solutions vides là, de l'eau distillée, avec des seringues. Et j'ai fait croire que c'était un malade mental, avec un rapport bien rédigé. Et l'infirmier a décidé quand même de l'accompagner. Ce dernier a traversé. Voilà. Donc c'est un peu comme ça les stratégies. Mais il y a eu beaucoup de risques, quoi. Absolument. En sachant que quand vous parlez, ils sont là. Chez vous, dans votre cachette, et à tout moment, une fouille peut arriver. Vous voyez. Ah oui.
Moi, j'ai par exemple connu une perquisition violente une fois. J'en parle dans le livre. Toi-même, tu as connu une perquisition de la part des rebelles, violente. Oui, Pour quelle raison? Ben, j'ai des collègues qui avaient pu, comme j'ai dit, le personnel du service public était parti. Donc j'ai des confrères médecins, pharmaciens, qui avaient laissé des véhicules et qui sont repartis vers la zone sud, en zone plus protégée. Et donc, ils sont venus, ils voulaient ces véhicules-là. D'accord. Et quand ils sont arrivés, moi, je n'étais pas sur place, mais j'avais mes petits frères là. Ils ont exigé d'avoir les clés des véhicules. Les enfants disent, ah, c'est le grand frère qui les garde, on ne sait pas où il les a mis. Donc, ils ont fait une perquisition. Et mon petit frère qui résistait a été copieusement battu. Ah oui. Une fracture, enfin, pas une fracture, mais le scalp a été largement déchiré. Voilà. Donc, voilà un peu ça, comment ça s'est passé. Et là, c'était chez toi. Et tu as le privilège d'être médecin. Et qu'est-ce que tu avais comme de retour des populations autour de toi par rapport à ces gens de descente musculaire? Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est forcément porté. Bon, quel est l'intérêt pour moi de leur porter ça aux populations? J'ai géré. Mais quand vous suivez la fin, vous verrez que eux-mêmes, après, il y a eu des regrets. Et oui, il y a eu des regrets dans cette attitude-là. Et certains parmi eux sont revenus vers moi, plus ou moins pour présenter des excuses. Puis bon, moi j'ai passé l'éponge. Pourquoi? Non, parce que à mon contact, vous savez, quand vous êtes dans ce type de milieu, il y a souvent des ragots. Il y a souvent des ragots qui se racontent. Voilà. Il y a eu beaucoup de ragots, souvent. Il y a eu beaucoup de ragots. Ouais, le téléphone arabe, comme on dit. Voilà. Et donc, bien sûr, quand ils viennent comme ça, ils ont des... Comment on va dire ça? Ils ont des idées arrêtées. Mais quand ils vous pratiquent, ils découvrent que vous avez une autre facette qu'on leur avait bien cachée. Vous voyez, ils vous prennent en amitié et puis ils commencent à se confesser. Et ça a été vraiment le cas sur ce coup-là. D'accord. Voilà. Donc, on va essayer de présenter les rebelles. Beaucoup de rumeurs d'un cours au sujet des rebelles. Moi, j'en ai lu beaucoup aussi. On dit, pour la plupart, c'était des analphabètes. Et ils étaient composés d'une poignée de soldats déserteurs de l'armée de Côte d'Ivoire et de dozo, je crois, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement comment on prononce ça en français ivoirien, mais ce sont des gens de soldats traditionnels et qu'il y a beaucoup d'entre eux ne parlaient pas français. Est-ce que ce portrait de la rébellion coïncide avec la réalité que tu as vécu au niveau de Poufiré? Il est conforme. C'est clair que, comme je te dis, il y avait des problèmes politiques, il y a eu des déserteurs dans l'armée qui se sont retrouvés de l'autre côté et qui ont formé la rébellion. Bien sûr, ils n'étaient pas en quantité suffisante peut-être pour effrayer l'armée ivoirienne, mais du coup, il leur fallait recruter. Et donc, quand ils sont arrivés, ils avaient aussi des complices sur le terrain déjà. Donc, je pense peut-être qu'ils avaient déjà commencé le recrutement. Sur le terrain, ils avaient déjà des attaches. Voilà. Et donc, quand ils ont lancé l'attaque, bien sûr, ils étaient renforcés par d'autres mercenaires. Sur le terrain, pour les besoins du service, ils ont recruté. Et ils ont recruté parmi les enfants, puisque l'école s'est arrêtée. Ok, donc, docteur, tu racontes que sous tes yeux, tu as vu des enfants qui ont été recrutés par les rebelles. Oui, quand les rebelles arrivaient, ils le recrutaient pour renforcer leur capacité opérationnelle. Donc, ils avaient même un centre de formation. Et comme l'école était arrêtée, tout le monde était désœuvré, être soldat était devenu une source de gains, mais aussi de gains en honneur. Vous voyez. Donc, beaucoup d'enfants, des élèves, des écoliers, enfin des élèves, se sont fait enrôler. Donc, le phénomène des enfants soldats, je l'ai connu parce que je l'ai vu. Je l'ai connu parce que je l'ai subi aussi. Et je l'évoque dans le livre. Parce que c'est intéressant, je posais la question parce que moi j'ai lu beaucoup de rapports internationaux au sujet de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les seuls moments où ces rapports parlent d'enfants soldats, c'est quand Alassane Ouattara, après le renversement de Laurent Gbagbo en 2010, prend l'ordonnance presque illégale d'ailleurs de créer le FR6. C'est là qu'on commence à parler pour la première fois dans les rapports internationaux d'enfants soldats.
Alors que là, on est dans la période entre 19 septembre 2002 et octobre 2003, et déjà, les rebelles recrutaient des enfants soldats. Là, tu confirmes? Bon, moi, je parle de ce que j'ai vu. D'accord. Voilà. Donc, je confirme que j'en ai vu. Oui. Et en tant que médecin, je peux au moins déterminer l'âge physiologique, même si je n'ai pas un extrait de naissance. D'accord. Voilà. Ça devient intéressant parce qu'il y a encore une autre question au sujet de ton texte. C'est l'image, la couverture du texte. J'ai cru comprendre que cette couverture-là, elle était la reproduction d'une scène que tu as vécue ou qui s'est passée sous tes yeux. Oui, j'ai vécu plusieurs scènes comme ça. Mais celle-ci, vous voyez là, on est devant des urgences. Alors, ce jour-là, c'était un jour où j'avais travaillé durement au bloc opératoire et j'avais fait une forte poussée de fièvre. Bon, et quand c'est comme ça, quand je perds mes moyens, puisque j'étais le seul médecin, ça a un retentissement sur le reste de l'équipe. Donc, pour ne pas alarmer le reste de l'équipe, discrètement, je suis sorti et je suis allé chez moi à la maison et j'ai appelé un infirmier qui est venu, qui m'a fait des injections à domicile. Et je prenais un peu de repos. Quand mon téléphone de chambre a sonné, alors l'équipe des gardes était en toute panique. Parce que des soldats de la rébellion remontant de Katoula pour Porphyre avaient fait un accident grave sur la route. Sur le champ, il y avait eu 2 morts. Donc le reste, c'était beaucoup de blessés. Ils ont réussi à arriver aux urgences. Malheureusement, ce jour-là, il n'y avait que des dames, des infirmières de garde. Donc, ils ont commencé à les menacer parce qu'ils voulaient tout de suite des soins pour leurs blessés. Et ils ne sont pas allés avec le bon discours. Puisqu'ils disaient que s'il y avait encore les morts, ils allaient, comme dit, rafaler, pour reprendre leurs mots, tout l'hôpital. Donc, elles sont rentrées en panique. Il y a une qui a réussi à décrocher le combiné, à composer mon numéro. Et de là, j'ai entendu comment c'était un peu chaud sur le terrain. Et puis bon, j'étais même sous perfusion. J'ai retiré ma perfusion. Et puis, je suis revenu. Et quand je suis arrivé, je les ai trouvés. J'ai réussi à les calmer et à faire les soins. Alors, je conseille que les gens lisent parce que la suite fait beaucoup rire aussi. D'accord. Voilà. Okay. Mais ce n'est pas la seule histoire. C'est ça, il y a beaucoup de... parce que quelque part aussi, vers la page 147, tu racontes des incidents multiples avec quelques rebelles. Deux ou trois... tu peux nous raconter deux incidents comme ça avec les rebelles? Il y a cet incident où j'étais en plein bloc opératoire. Je faisais une césarienne. La césarienne, pour ceux qui ont fait le bloc opératoire, c'est l'une des interventions qui saigne beaucoup. Malheureusement, ils étaient aussi dans le même contexte que cette histoire précédente-là, des gens qui avaient fait un accident. Et ils avaient des blessés graves. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas voulu se faire recevoir par l'équipe des urgences. Ils ont demandé à voir le médecin. On leur a dit qu'il est au bloc opératoire. Ils ont grillé la politesse à tout le monde. Et ils sont rentrés dans le bloc opératoire. Je ne sais pas, vous imaginez la panique qu'il y a dans l'équipe. Moi, j'avais donné dos, heureusement. Donc, j'ai su tout de suite sur le regard de mes collaborateurs qu'il y avait une situation. Donc, je me retourne, je regarde, je vois un solide gaillard avec une calage très menaçant là. Bon, j'ai réussi à garder mon calme. J'ai sorti mes mains gantées du champ opératoire. Et quand il a vu ses mains gantées tout ensanglantées, ça lui a créé un état vertigineux. Il est tombé de toute sa hauteur. La calache qui roule au sol. Heureusement qu'il y avait le cran de sécurité. Donc, il n'y a pas eu de rafale, mais je ne sais pas si tu imagines le drame que ça aurait pu faire. Voilà. Donc, il y a eu ce type de situation. Il y a eu une autre situation, par exemple, où ils sont allés attaquer à Bondoukou. Le front de Bondoukou a été très sérieux, apparemment. Et donc, il y a eu vraiment des affaires. Bondoukou, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est à l'est, nord-est. Exactement. Et donc, ils sont revenus. Ceux qui ont pu échapper sont revenus. Il y avait de gros blessés là-dedans. C'était une nuit. Et donc, j'ai travaillé sur tous ces blessés. Et il y a un malheureusement qui avait une blessure du coude. Grosse ouverture du coude. Et moi, quand j'analysais, je me disais qu'il était préférable de l'amputer. Mais on n'ampute pas comme ça. Il faut avoir
l'autorisation, une décharge du patient et tout et tout. Mais j'ai fait le parage la nuit et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que il n'y ait pas de complications à type de surinfection, de septicémie et tout et tout. Et puis bon, plus calmement, j'ai évoqué la situation de l'amputation. Oh là là, c'est une erreur que je ne vais pas faire. Barbu m'a volé dans les ailes. Ah oui? Oh oui, il m'a volé dans les ailes. Qu'est-ce que ça veut dire, voler dans les ailes? Ben, il m'a crié dessus comme... Hein? Il m'a dit que c'était l'un de ses soldats d'élite et qu'il n'accepterait pas que je l'ampute. Je joue contre eux, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, il m'a vraiment proféré des menaces. D'accord. Et puis bon, j'ai continué les soins. Finalement, il est venu, il a soustrait le malade. Il est parti avec lui ailleurs. Et quelque temps après, j'étais reparti pour prendre mon laissez-passer, pour renouveler mon laissez-passer. Et j'ai retrouvé ce soldat-là qui avait réussi à garder son coude, mais avec un gros cal. Et puis bon, quand j'ai fini, que je devais repartir, Barbu avec toute sa cour m'a rappelé. Tu te rappelles de ce monsieur? J'ai dit oui, bon, il me l'a décrit, et la scène m'est revenue. Puis bon, mais le voici. Et toi qui voulais couper sa main. Le médecin ne coupe pas la main comme ça. Hein? C'est un choix difficile pour un médecin d'amputer une main. Mais quand il décide d'amputer, il considère qu'il y a la fonctionnalité qui est en jeu, mais il y a aussi la vie qui est en jeu. Donc à ce moment-là, il privilégie la vie sur la fonctionnalité. Et moi, j'ai été humilié devant tout le monde comme ça. Ben, ce sont des incidents que j'ai vécus. Mais bon, ben voilà, on est là. Voilà. Et c'est très intéressant parce que ce Barbu dont tu parles, en fait, c'était lui la loi, en vrai. Absolument. Il était la loi. Absolument. Et donc, il s'est fait beaucoup d'argent. Absolument. Mais vers la fin de ton livre, bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il faut qu'on permette à nos lecteurs de le lire. Tu parles de sa chute. Oui. Barbu, je vais quand même évoquer sa chute. Il a connu une fin un peu... C'est Moussa Koné. Hein. Oui, oui, il a connu une fin triste. D'abord, il a eu un projet pharaonique en griffe parce que son projet, c'était d'aller prendre le port de San Pedro. Ah ouais? Oui. Et donc, pour ça, il a réuni tous les féticheurs de la zone qui lui ont dit les paroles qu'il voulait entendre, qu'il allait prendre San Pedro. Alors, oui. San Pedro, on va essayer. Excuse-moi, mais parce que moi j'essaie de visualiser. Donc San Pedro et Fekese-Dougou, c'est à peu près... C'est plus de 1000 km, c'est dans le sud-ouest. Donc pratiquement à l'extrême opposé de Fekese-Dougou. Exactement. Et lui, il avait l'intention d'aller prendre la ville de San Pedro de l'autre côté. Ouais, parce qu'il y a c'est une ville portuaire. D'accord. Donc il voulait avoir le contrôle du port, il s'est fait beaucoup d'argent. Donc il a fait venir des renforts des pays voisins. Du Burkina Faso, du Mali. Bon, il a recruté. Il a recruté, ouais. Et il est parti avec tout son personnel. Ils sont sortis triomphalement de la ville. Et il a ainsi dégarni ses arrières. Malheureusement, il y a quelqu'un, un autre Barbu à Korogo, qui a envoyé un de ses lieutenants pour occuper l'espace. Pendant qu'il était parti. Voilà. Et il semble que Barbu n'est pas allé au-delà des Genoula. Il n'est même pas arrivé à Genoula. Genoula. Genoula, c'est un peu dans le centre, mais il a fait face à une opposition farouche des forces de défense, des forces loyalistes. Le fort de Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, sa troupe a été décimée. Et Barbu est revenu avec sa garde rapprochée, espérant reprendre tout pouvoir à Poufiré. Malheureusement, le lieutenant de l'autre Barbu était déjà là. Et il avait tout pouvoir sur la zone. Donc celui qui est venu, le Barbu de Korogo, c'était Kofi Fofié. Exactement. Ouais. Celui-là même qui a transféré Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, Barbu, sa déchéance a commencé là. Il se promenait dans la ville comme une âme en peine. Et tous les griots qui changeaient, qui le louangeaient et tout ça, il n'avait plus personne. Et les parents réclamaient les enfants perdus. Vous voyez. Et du coup, c'était le roman. Voilà. Et bon, il est parti sans petit la Boaké. Et puis, après le Boaké, apparemment, il s'est retrouvé à Korogo, où il a failli être rôti. Il a été rôti. Il a été rôti dans ce fameux tonneau organisé par la rébellion de Guillaume Soro contre les partisans de Laurent. C'est pas toi qui le dis, hein, c'est moi qui le dis, contre les partisans de IB. Donc c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis, j'assume ce propos à titre personnel. Alors,
tu as dit quelque part aussi qu'à un moment donné, ces mêmes rebelles venaient te présenter des excuses après roman. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait exactement pour pouvoir revenir derrière et te poser des excuses? J'en parle dans le texte particulièrement parce que, vous savez, j'ai eu droit à une perquisition un peu violente à la maison parce qu'ils voulaient prendre certains objets qui étaient sous ma garde. Et puis, quelque temps après, il y a un de leurs chefs qui a eu un traumatisme des 2 pieds au cours d'un exercice militaire. Et quand il est arrivé, c'était une dame. Je m'en suis occupé. C'était, on peut dire, au lendemain de cette situation-là, je m'en suis occupé de la manière la plus professionnelle. Et moi, j'ai cette particularité de faire rire tous mes patients. C'est ça. Donc, elle n'a pas échappé à cela. Je l'ai traité comme j'ai traité tous mes autres patients. Et je pense que la dame a apprécié ces traits de caractère chez moi, qu'elle a peut-être classé comme un facteur de professionnalisme chez moi. Et du coup, elle a cherché à sympathiser avec moi. Elle a cherché à sympathiser avec moi. Donc, au bout de son traitement, elle s'est sentie mieux. Elle a respecté tous ses rendez-vous. Et donc, au dernier rendez-vous, c'est là qu'elle s'est ouverte à moi, expliquant tous ses regrets par rapport à ce qui était arrivé. Si elle pouvait le réparer, elle l'aurait fait, mais bon, ce qui est gâté déjà. Voilà. Mais elle me promettait de me protéger désormais. Et c'était une femme. C'est une femme. Donc, c'était une femme. Autre chose très intéressante. Ce livre, il est à lire. Il est à lire, ce livre, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Tu dis que dans la rébellion, on avait des femmes. Oui, il y avait des femmes. À des postes de commandement, d'ailleurs. À des postes de commandement. Donc, il y avait des femmes soldats à des postes de commandement. Oui. Tu en as vu combien? Oh, j'en ai vu plusieurs. Parce qu'en dehors d'elle, je me rappelle une autre que j'ai opérée pour un traumatisme abdominal. Bon, il y avait plusieurs comme ça. Voilà. Il y avait plusieurs comme ça. En tout cas, j'en ai vu plusieurs. Intéressant. Oui. Je ne peux pas vous dire un nom précis, mais j'en ai vu plusieurs. Docteur, j'ai encore un passage, une phrase de ton texte qui me parle. Tu as dit que lorsque les rebelles prennent la ville de Pofir et d'Onfé Kessodougou, il fallait rallier ou périr. Donc les forces de sécurité qui ne devaient pas rallier, ils sont morts ou ils devaient fuir, et ceux qui rallient ont la vie sauve. Exactement. Donc, moi là, j'ai une petite question ici. Toi, qui es du Nord, est-ce que tu t'étais rallié à leur cause? La question elle est gênante, elle est personnelle, mais je la pose quand même. Non, je n'étais rallié à aucune cause. La seule cause qui me retenait, c'était la santé des populations. C'est tout. Voilà. Ma cause, celle que je défendais, c'était la santé des populations. Et pourtant, tu es du Nord. Oui, c'est celle-là qui m'a retenu là. Je n'avais aucun agenda politique, ni pour les rebelles, ni pour le camp qui était attaqué. Voilà. Je voyais que des populations seraient en danger du fait que tout le personnel médical avait fui la zone. Ok. Alors, je l'ai dit tantôt, j'avais une bourse pour aller étudier. J'ai sursi à cette bourse-là parce que je me suis dit, ces populations sont en danger. Il faut au moins que je puisse rester sur place avec le peu de personnel qu'il y a pour faire le maximum pour réduire leur souffrance. Voilà ce qui c'était cela mon agenda. Voilà. C'est un très très beau texte à lire. D'abord, c'est un texte pour moi de référence pour les historiens ivoiriens qui devront un jour réécrire l'histoire de Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara a complètement falsifié. Et quand je dis qu'Alassane Ouattara a falsifié l'histoire de la Côte d'Ivoire, je suis très très poli quand je le dis parce que ce livre raconte tout le contraire de ce que les organisations internationales, notamment l'ONU, notamment par la voix de son représentant en Côte d'Ivoire, tentent de nous faire croire. Ce livre raconte tout le contraire du narratif qui a été raconté au sujet donc des rebelles. C'est signé Dr Yeo Chifolo, médecin sur les rebelles. C'est absolument génial, c'est plein d'anecdotes. Et j'ai pas envie de raconter tout le livre parce qu'il est tellement riche. C'est pourquoi on va essayer de s'ouvrir ensemble toujours le livre avec Dr Yeo. Donc, docteur, vous n'avez pas épousé la cause des rebelles. Vous êtes resté en zone rebelle. Et pourquoi vous n'avez pas été inquiété par les rebelles? Non, pas que je n'ai pas été inquiété. Vous savez que c'est une zone hors la loi. Quand on est en zone rebelle, c'est une zone hors la loi. Parce que les rebelles, ils refusent les lois de la République.
Et il dicte ses propres lois, qui ne sont pas des lois toujours écrites ou divulguées. Ouais. Donc la loi même peut s'appliquer à la tête du client, n'est-ce pas? Voilà. Bien sûr, moi, en tant que médecin, j'ai eu des situations gênantes. Vous voyez, les rebelles ont pensé que ils devaient avoir une sorte de préséance quand ils arrivent à l'hôpital. Or, mon serment de médecin ne m'indique pas cela. La déontologie, l'éthique de la médecine, ce n'est pas cela. Quand il y a 2 malades, ce n'est pas parce que vous avez fait la queue que je dois vous prendre en premier. C'est l'urgence qui prime. C'est ça. Ce n'est pas parce que vous êtes en tenue militaire, voilà, que vous primez sur quelqu'un dont le pronostic vital est tout de suite en jeu. C'est ça. Voici la situation. Ouais. Et donc ça, ce n'est pas aller sans difficulté. Donc je l'ai subi d'une certaine façon. Ouais. Et cela a été vécu un peu comme une forme de rébellion venant de ma part, de défiance. Ouais. Voilà. Donc ça n'a pas été toujours aussi facile. D'accord. Voilà. Mais en même temps, ils savaient que nous rendions un service de qualité. Du coup, ils avaient aussi un intérêt à nous ménager d'une certaine façon. D'accord. Voilà. Et donc, il y avait le bâton. Et la carotte. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vais demander ton point de vue sur la rébellion et sur la situation de la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien, mais j'avais une dernière question. Il s'est couru aussi une rumeur qu'à un moment donné, il y a eu 2 clans dans la rébellion, ça on le sait aussi. C'est le clan de ceux qui étaient pro-Ibrahim Koulibaly et les clans de ceux qui sont pro-Guillaume Soro. Et quand on était dans le train à Paris, tu m'avais dit que tu connaissais quelqu'un qui faisait partie des pro-Ibrahim Koulibaly qui ont été mis dans un tonneau, parce que je rappelle pour la petite anecdote que quand Guillaume Soro prend par un sorte de coup de force la tête de la rébellion, tous les pro-Ibrahim Koulibaly dans le Nord ont été mis dans des tonneaux et laissés au soleil pour être rôtis. Et ça, c'est quelque chose qui est sourcé. Et vous avez connu quelqu'un qui a échappé à ça? Bon, oui, j'ai connu plusieurs personnes qui ont plus ou moins subi cela. J'ai perdu un cousin. Un cousin? Oui. Il était pro-Ibrahim Koulibaly? Oui. D'accord. J'ai eu un autre qui a pu échapper. Mais même celui qu'on appelle Barbu dans le livre, c'était un pro-Ibrahim Koulibaly. Ah, le Koné Moussa, il était pro-Ibrahim Koulibaly? Voilà. D'accord. Voilà. Et quel était et son sort? Ben, sur son sort, il y a eu 2 versions différentes. Mais très certainement, je crois qu'il était dans le conteneur mis au soleil. Parce que après, j'ai eu l'information qu'il était plutôt dans ce conteneur-là, qu'on a exposé au soleil. Voilà. Et il y a un autre que tu as connu qui a échappé à ça, qui est aujourd'hui en France, je crois. Non? Oui. Mais on dit pas, on parle pas de lui, mais voilà, on dit pas son nom. Voilà. Je n'en dis pas plus. Ouais. Voilà. Et ça, c'est fait froid au dos. Ouais. Ben, c'est quelqu'un à qui j'avais parlé, mais qui n'a pas voulu. Qui m'a quasiment fui, quoi. Il faut tempérer un peu, mais il n'a pas voulu l'échange. Et puis bon, heureusement qu'il a pu trouver une porte de sortie. Voilà. C'était une rébellion violente, on peut le dire? Oh! En tout cas, j'ai vu des choses violentes. Atroces. Voilà, j'ai vu des choses atroces. J'ai vu des choses entre eux-mêmes. Quand il y a eu la scission, ils n'ont pas été cléments. Il n'y a pas eu de raison. Ils ont réglé ça au chalumeau d'une certaine façon. Et puis bon, les quelques gendarmes que j'ai vus, bastonnés souvent jusqu'à l'hôpital. Bastonnés par les rebelles? Oui, mais puisque je vous ai dit que certains arrivaient très éméchés. C'est ça. Quand on avait eu de la clémence pour eux. Voilà, maintenant, les autres qui ont été exécutés, j'ai eu des histoires comme ça là-dessus. J'ai eu la chance d'entendre des témoins de première main, quoi. C'est ça. Bon, voilà. Donc, voilà, je peux dire que c'était plus ou moins violent. Voilà. Et toi, tu es du nord de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et à la tête de la rébellion, il y avait un enfant du nord de la Côte d'Ivoire qui est pratiquement de la même ethnie, du groupe ethnique que toi, c'est Guillaume Soro. Est-ce que je peux m'hasarder à te poser la question, qu'est-ce que tu penses de lui? Bon,
j'ai un peu ce petit souci de ne pas paraître comme celui qui vient porter un jugement sur les acteurs. Ok? Ouais. Voilà. Et ce qui m'importe le plus dans ce livre, c'est mon témoignage, de mon vécu. C'est ça. Le témoignage de mon vécu. Mais, je me dis, porter un jugement sur un acteur précis, que ce soit de l'autre côté. Ça peut cliver. Voilà. Ça peut cliver. Alors que toi, ce que tu veux à travers ce livre-là, tu voudrais que les Ivoiriens, quels que soient ce qu'ils sont, tu as un souci de vérité, qui veulent comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, achètent le livre pour le lire. Il y a pas de... Effectivement, c'est très intelligent ta réponse, parce qu'il n'y a pas de jugement dans ce livre. C'est un témoignage, il n'y a pas de point de vue, c'est un texte narratif. Parfois, l'auteur a recours à ce qu'on appelle la description narrative pour présenter les faits, camper le décor, qui fait qu'effectivement, on est plongé comme dans cette atmosphère de la rébellion, puis on assiste à des choses absolument extraordinaires. Je te remercie pour deux choses. D'abord, pour ta rigueur avec les faits, tout au long de nos échanges en off, où en tout tu es très attaché à ce que tu as vu. Comme je l'ai dit, tu te comportes comme un témoin. Et pour ça, je te remercie de cette rigueur-là qui tient à la vérité. À partir de là, je te poserai ma prochaine question. Mais là où je suis content, c'est que dans mon imaginaire à moi, qui travaille sur les rapports, il m'est jamais venu à l'esprit de penser qu'il pourrait y avoir des femmes soldats, qu'il y a eu des femmes qui ont combattu dans la rébellion, qui ont porté des armes, même qui ont occupé des postes de commandement. Et ça, peut-être que j'apprends ça au même titre que tous les Ivoiriens, grâce à vous, grâce à toi, et ça c'est Dr Yeo, je te remercie pour ça. Alors, on va essayer d'aller vers la fin de cet entretien, parce que j'ai vraiment envie de demander à tous les Ivoiriens, aux Ivoiriennes, de se procurer ce livre-là. Et surtout, je pense que, inévitablement, les historiens ivoiriens qui auront envie de réécrire l'histoire de Côte d'Ivoire auront besoin de ton témoignage. Ma question, elle est simple. Aujourd'hui, quel est ton regard sur la rébellion durant la période que tu as occupée, que tu as vécu avec eux? Ton regard sur la rébellion, et est-ce que tu penses que la rébellion a été positive pour la Côte d'Ivoire ou pas? Puisque à la base, la prétention de la rébellion, c'est devenu pour changer. Et je crois qu'il y a Guillaume Soro qui a dit que c'était une révolution. Est-ce qu'on peut qualifier cette rébellion de révolution, comme dit Guillaume Soro? Bon, je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Hein. Le fait que lui-même ne soit pas capable aujourd'hui de profiter des retombées de sa rébellion, tout ce que sa rébellion nous a envoyé aujourd'hui comme système de gouvernement et tout cela, hein, ne lui est pas favorable aujourd'hui. Ok? Le fait qu'il ne soit pas capable de venir en Côte d'Ivoire, voilà, je crois que ça résume tout. Ça résume tout. Voilà, ça résume tout. Ce sont des mots de sagesse. Voilà. Et donc sur ces mots pleins de sagesse et pleins de tendresse aussi, on va clore cet entretien, mais avant de le clore, docteur, j'avais juste quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu souhaites pour ton pays à l'approche des élections? Parce que je constate qu'en Côte d'Ivoire, presque aucun parti politique ne parle de vérité et de justice. On fait comme s'il n'y a pas eu ces événements douloureux que les Ivoiriens ont connus pendant plus de 20 ans. Exactement. Et ça, c'est un peu mon combat. Hein? Parce que, vous savez, pour le peu que je sais de la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que quand les problèmes arrivent, les problèmes politiques, militaro-politiques, on trouve des solutions amiables au lieu d'aller dans le fond des choses. Cette rébellion nous a conduit jusqu'à une crise post-électorale en 2010. Parce que ce qui arrive en 2010 dérive de toute cette rébellion. Ok? La rébellion, au départ, a bénéficié d'amnistie, de quelques lois d'amnistie. Ok? Une façon de régler les choses pour gagner du temps. Mais vous voyez, ça nous a rattrapé avec une crise post-électorale. C'est ça. Comme quoi l'impunité ne résout rien. Exactement. Pour moi, il faut investiguer sur ces questions-là. Donc, tu es d'accord avec nous lorsque nous avons, avec des amis ivoiriens, des amis français, lancé une pétition pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour la Côte d'Ivoire? Il faut investiguer sur ces questions-là pour qu'au moins on sache
à quoi ça tenait, ok, qu'on sache toute la vérité, et puis, si maintenant, pour le besoin du vivre ensemble, on doit se pardonner, on le connaît, parce que on le fait. Parce que il est important que nous sachions notre histoire. Ce qui s'est passé. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache que il y a des responsabilités qui sont situées. À partir de là, si on veut, on pardonne à tout le monde. Mais au moins, on est sûr que, comme on connaît notre histoire, on saura comment l'éviter la prochaine fois. Et c'est vraiment cela mon problème. Oui. Je ne porte pas de jugement sur quelqu'un. De toute façon, je ne suis pas magistrat. J'ai la faiblesse de n'avoir jamais pris un seul cours de droit. Donc, mais je suis guidé par un peu de bon sens. Ouais. Et par mon observation que j'ai fait de notre société en Côte d'Ivoire. On règle. Les politiciens s'arrangent trop entre eux. Ok? A et B s'arrangent aujourd'hui contre C. C et D et B vont s'arranger demain contre A, ainsi de suite. Mais ça va continuer. Mais s'il y a ce type d'événement et qu'on va en profondeur, on recherche la justice, on recherche à créer une mémoire de ce type d'événement, je pense qu'on ne va plus les revivre. Voilà un peu ma situation. Et je voudrais que on me comprenne. Voilà. Je ne suis pas très doué pour la politique. Je suis médecin. Et en tant que médecin, qu'est-ce que tu penses de ceux du PPACI, les anciens bourreaux, enfin les anciennes victimes de la rébellion? Il y a des gens au PPACI aujourd'hui, enfin une catégorie d'individus au PPACI qui se rapprochent de plus en plus des anciens rebelles, notamment du clan Guillaume Soro. Comment, en tant que médecin, pour toi qui as vécu la rébellion, comment tu expliques ce rapprochement presque incestueux entre des gens du PPACI et les gens de Guillaume Soro? Bon, c'est leur choix. Je ne répondrai pas de ça, comme j'ai dit, je ne vais pas porter de jugement. Mais qu'ils le fassent, mais qu'ils n'oublient pas, qu'ils ne perdent pas de vue que nous devons connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Parce que c'est beaucoup d'individus qui sont morts dans l'anonymat. Ok? Et ce sont beaucoup de frustrés. Si on ne fait pas la lumière là-dessus, ces gens-là, ils peuvent continuer à couver leur rancœur. Ok? Et ça devient des virus toxiques pour nous demain. Donc, les gens peuvent se rapprocher, c'est leur choix, mais on ne doit pas perdre de vue que nous devons restituer l'histoire et la justice pour ceux qui ont subi ces violences-là. Voilà mon combat. Le témoignage du docteur Chifolo dans Médecins en zone rebelle durant la crise ivoirienne de 2002 est d'une grande valeur historique et humaine. Il met en lumière les réalités souvent invisibles des crises armées, celles des civils et des soignants qui luttent au quotidien pour préserver la vie dans un contexte de guerre. Ce type de témoignage est essentiel, non seulement pour comprendre l'impact des conflits sur les populations, mais aussi pour valoriser l'engagement de ceux qui, malgré les dangers, décident de rester et d'aider. La crise ivoirienne de 2002 n'a pas seulement été un affrontement entre factions politiques ou militaires, elle a profondément bouleversé la structure sociale du pays. L'un des aspects les plus marquants du témoignage de Chifolo est la manière dont il montre que la guerre ne se limite pas au combat sur le terrain. Elle s'infiltre dans les hôpitaux, les marchés, les écoles, et transforme les gestes quotidiens en actes de survie. La santé publique devient une question de résistance, et le rôle du médecin dépasse celui d'un simple soignant. Il devient un acteur clé de la résilience sociale, un médiateur entre les populations et parfois même entre les camps opposés. Un des points forts du témoignage est l'exploration du dilemme moral auquel fait face un médecin en période de conflit. Doit-il soigner un rebelle blessé tout en sachant qu'il pourrait reprendre les armes? Doit-il privilégier les femmes et les enfants au détriment des combattants? Comment maintenir un serment d'humanité quand on évolue au milieu de l'inhumanité? Ces questions sont d'une grande importance, car elles rappellent que les guerres ne sont pas uniquement des affrontements armés, mais aussi des luttes éthiques et morales où chaque décision peut être une question de vie ou de mort. Le texte illustre également la résilience des soignants et des populations civiles. Malgré le manque de matériel, la peur et la précarité, les hôpitaux de fortune continuent de fonctionner, les médecins trouvent des solutions improvisées, et les habitants s'entraident pour survivre. Cette résilience est un aspect fondamental des conflits, souvent sous-estimé dans les récits de guerre qui se concentrent principalement sur les aspects militaires et stratégiques.
Un appel à la reconnaissance et à la protection des médecins en temps de guerre. Le témoignage de Chifolo rappelle aussi la nécessité de mieux protéger les médecins en temps de guerre. Trop souvent, les structures médicales deviennent des cibles, et les soignants sont menacés ou contraints de fuir. Pourtant, leur présence est indispensable pour atténuer les souffrances causées par les conflits. La communauté internationale doit renforcer les dispositifs de protection des professionnels de la santé dans ces contextes, car sans eux, la crise humanitaire s'aggrave. Enfin, bien que ce témoignage soit ancré dans la crise ivoirienne de 2002, il résonne bien au-delà de ce contexte précis. Partout dans le monde, des médecins exercent dans des zones de guerre, en Syrie, en République démocratique du Congo, au Soudan, en Ukraine. Leur réalité est similaire: manque de médicaments, insécurité, dilemmes moraux et pression psychologique constante. Ce récit n'est pas seulement un témoignage sur une guerre passée, mais une leçon universelle sur l'impact des conflits et la nécessité de préserver l'humanité, même dans les pires conditions. Médecin en zone rebelle durant la crise ivoirienne de 2002 est bien plus qu'un récit de guerre. C'est un cri du cœur, un plaidoyer pour la médecine humanitaire et un hommage à ceux qui, en période de chaos, font de leur métier un engagement total. Le docteur Chifolo nous rappelle que derrière chaque guerre, il y a des individus qui souffrent, mais aussi des héros silencieux qui, dans l'ombre, continuent d'apporter l'espoir. Ce type de témoignage devrait être davantage mis en avant pour sensibiliser sur les conséquences des conflits et sur le rôle essentiel de ceux qui se battent pour la vie, même quand tout semble perdu.